Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour votre Journal Afrique. Nous sommes le mercredi 20 août. Voici les titres de cette édition. Au Burkina Faso, plus de 400 enfants réunis dans un camp de vacances pas tout à fait comme les autres. Au programme atelier de civisme, levée du drapeau et discipline militaire, un dispositif initié par les autorités de transition pour former les citoyens de demain. Au Japon, la TICAD, la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, s'est ouverte à Yokohama. C'est déjà la 9e édition avec un objectif affiché, renforcer les investissements japonais sur le continent. Enfin, place à l'art avec Fred Ebami, figure du pop art africain sur la scène internationale. Né en France de parents camerounais, il a grandi entre l'Europe, l'Afrique et les États-Unis. Son univers haut en couleurs mêle peinture et art numérique. C'est notre invité. Au Burkina Faso, ce sont des vacances pas tout à fait comme les autres pour plusieurs centaines d'enfants. Au programme atelier de peinture, mais aussi cours de civisme et discipline militaire. C'est la première édition du dispositif Faso-Mebo lancé par les autorités pour, assure-t-elle, former les citoyens de demain. Lola Colomba, Amandine Bouche. Gouache, palette et feuilles de papier. En ce jour de vacances, c'est activité peinture pour ces petits Burkinabés, inscrits dans un camp d'été pas tout à fait comme les autres. Ici, plus de 400 enfants âgés de 8 à 15 ans assistent à des ateliers sur la citoyenneté ou encore le civisme. C'est la première édition du Faso-Mebo, qui signifie construire la patrie. Un dispositif imaginé par les autorités de transition et dont le but affiché est de former les citoyens burkinabés de demain. Le patriotisme se manifeste par le respect des symboles. Nous avons vu les symboles de l'État. Un camp de vacances aux accents militaires. Chaque matin, les enfants hissent le drapeau burkinabé au son du ditanier, l'hymne national, et de celui de l'Alliance des États du Sahel. On nous apprend la discipline, l'ordre, aussi on nous apprend à faire le garde-vous, le repos, et pour construire la nation. Au programme de la journée, des activités manuelles, comme la menuiserie ou le jardinage, ou encore la pose de pavés. Si tu poses comme ça, pour pousser, ça va pincer les sabres. Et ça va laisser beaucoup de joints, beaucoup d'écarts, c'est pas joli. Je suis très content car j'ai eu des nouveaux amis et je me suis fait plusieurs amis. Et ici, on prend bien soin de nous. Au camp vacances, vous ne serez jamais déçus de vos enfants. Plusieurs de ces enfants sont venus au camp après en avoir entendu parler via la télévision nationale ou la publicité. Les autorités de Ouagadougou en font largement la promotion. Et des artistes comme le rappeur Hamzi ont même été invités à se produire devant les jeunes campeurs. Tous les enfants ici, ils veulent, chaque fois que tu poses une question, ils veulent répondre. Cela veut dire qu'il y a l'engouement. Je vous dis que l'engouement, c'est 100%. Ouais. Et tenez-vous bien, quand ils sortent aujourd'hui en tenue en ville, et ici, tout le monde les regarde. Dans les rues de la capitale, les Ouagalais rencontrés saluent le dispositif. L'initiative Faso-Mebo est vraiment une très belle initiative qui va vraiment embellir nos villes et quand même donner une bonne image du pays de façon générale. Ce patriotisme que nous chantons tant là, il va falloir maintenant, désormais que les jeunes générations là, qu'on essaie de leur inculquer ça dès le bas âge. Le Faso-Mebo se déroule en même temps que la première session d'immersion patriotique, imposée à quelques 60 000 bacheliers burkinabés pendant le mois d'août. Un dispositif désormais obligatoire pour être admis dans les universités du pays. Tout autre chose maintenant, sur les cartes du monde, l'Afrique et le Groenland ont l'air parfois d'avoir presque la même taille. Pourtant, en réalité, le continent africain est 14 fois plus grand. Des organisations africaines veulent donc corriger cette image et promouvoir des cartes plus justes afin de redonner à l'Afrique la place qui lui revient. Les explications de Louisa Abrit, Amandine Bouche, Florian Grother et Stéphane Vasse. L'Afrique et le Groenland font la même taille. C'est la représentation habituelle des cartes. Il s'agit de la projection Mercator, qui date de 1538 et que l'on utilise encore aujourd'hui. Pourtant, l'Afrique fait 14 fois la taille du Groenland. Faire des cartes plus justes, c'est le combat de deux organisations.
La taille actuelle de la carte de l'Afrique est incorrecte. C'est la campagne de désinformation la plus longue de l'histoire et elle doit s'arrêter maintenant. Comme la Terre est ronde, ils ont diminué la taille du continent pour tout faire rentrer. Ensemble, ils ont fondé le projet Correct the Map, ou Corriger la carte en français, et veulent démocratiser l'usage d'une carte qui se rapproche davantage de la taille réelle des pays. C'est celle-ci, publiée en 2018. Et ça change un peu la donne. Nous travaillons sur une campagne pour promouvoir une projection plus juste de la taille des pays, pour que ça devienne la norme principale dans les salles de classe, mais aussi dans les institutions internationales. Les implications de l'usage d'une carte fausse, c'est que quand on croit être face à quelque chose de beaucoup plus petit qu'il ne l'est réellement, vos stratégies politiques, vos investissements financiers dans cette chose sont impactés car vous les basez sur des informations incorrectes. Le continent africain fait 30,37 millions de kilomètres carrés, soit les États-Unis, la Chine et une partie de l'Europe réunie. L'Union africaine s'est emparée du débat et soutient la campagne afin de redonner au continent la place qu'il occupe réellement dans le monde. Au Bénin, le bilan de l'accident de bus survenu dans la nuit de samedi à dimanche s'alourdit. 37 morts après la découverte de nouveaux corps. Le bus transportait 52 passagers lorsqu'il est tombé dans le fleuve Wémé, dans le centre du pays. 6 personnes sont toujours portées disparues, tandis que 9 rescapés ont été hospitalisés dans un état stable. Parmi les victimes figurent des Béninois, mais aussi plusieurs Nigériens et probablement d'autres ressortissants étrangers. Ce mercredi, c'était le coup d'envoi de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Elle se tient à Yokohama jusqu'à ce vendredi avec près de 5000 participants. Un rendez-vous stratégique pour renforcer les liens entre le Japon et le continent africain. À cette occasion, je vous propose d'écouter cet entretien enregistré avec le secrétaire général de la TICAD, Norio Maruyama. Il revient notamment sur l'origine de cet événement. Je crois qu'il vaut mieux que je commence par le début, c'est-à-dire que c'est en 1993, 30 ans auparavant, que le Japon a initié cette initiative. C'est une conférence internationale. Ce n'est pas une bilatérale entre l'Afrique et le Japon, comme on voit dans d'autres pays. C'est une conférence internationale, ce qui veut dire que nous avons des partenaires de l'Afrique qui sont avec nous et co-organisés avec les Nations Unies, la PNUD, la Banque mondiale et puis la Commission d'Union africaine. Donc, on parle de beaucoup de choses, mais 3 piliers, toujours sur la paix et la stabilité, l'économie et puis la santé, les questions sociales, y compris la santé. Donc, ça n'a pas changé depuis ces 30 ans, parce que ce sont des défis vraiment très importants pour l'Afrique et nous souhaiterions apporter notre contribution pour trouver une bonne solution avec nos partenaires. Vous avez évoqué certains des secteurs prioritaires. Comment les sélectionnez-vous et quels sont les principaux pays dans lesquels vous opérez? Vous savez, l'atout du Japon, c'est le savoir-faire. Et avec le savoir-faire, nous pouvons aider pour la formation, nous pouvons aider pour la capacité, la capacité, et également nous pouvons vous aider pour l'éducation, la santé et tout. Et tout en mettant en bonne coopération avec la technologie que nous avons, nous, je veux dire également les privés. Et les pays que nous coopérons, c'est quand on regarde par exemple des coopérations sur l'agriculture, ça s'étend de 35 pays, 39 pays. Et donc, dans tous les pays que nous avons les relations, nous avons quelque chose avec eux. Et si on voit un peu les affaires se font à travers des pays que nous trouvons à l'est du continent. Et parce que la connectivité et puis le fait qu'ils sont fait face à l'océan Indien nous permet, pour nous, je veux dire pour les privés, permet d'avoir un accès plus direct. Il y a un projet en particulier déjà réalisé grâce à l'expertise japonaise dont vous êtes particulièrement fier?
Oh, il y en a plusieurs, mais fier veut dire que ça s'étend de plusieurs années. Et donc, si je regarde ces 30 ans, il y en a un qui a commencé dans le début des années 2000 et qui reste toujours quelque chose d'intéressant. Et il y a plusieurs pays qui maintenant est en train de travailler avec nous pour ça. Et c'est une nouvelle sorte de riz pour l'Afrique. Nous avons cultivé une nouvelle espèce de riz en Asie. Et basant sur cette expérience, nous avons voulu avoir une sorte d'hybride en espèce de riz qui pourrait être plus important en termes de production, en termes de nutrition pour l'Afrique. Et nous avons désigné ce nouveau type de riz Nerica. La jeunesse africaine, c'est un atout, mais c'est aussi un défi. Quelles initiatives concrètes la TICAD soutient-elle pour favoriser l'emploi des jeunes et l'entrepreneuriat sur le continent? Merci bien d'aborder cette question très importante parce que le Japon est fier d'être le grand partenaire avec les Africains, surtout avec les jeunes. Parce que nous avons beaucoup de projets d'invitation au Japon, surtout liés à la formation, et ceci est lié avec l'industrialisation et de donner leurs compétences qui leur permet de développer par eux-mêmes grâce à la connaissance du Japon et grâce à le savoir-faire des entreprises. Et nous avons beaucoup de former encore les jeunes. Et en Afrique également, nous formons les jeunes qui travaillent, par exemple, dans des usines de construction de l'automobile. L'automobile, c'est le Japon, mais nous voulons avoir des gens qui sont tout à fait adaptés à faire ce genre de travail qui nécessite beaucoup de technicité. Et l'éducation également pour former les futurs jeunes, mais nous adressons déjà à des jeunes plus jeunes. Selon vous, de quelle expertise l'Afrique a-t-elle le plus besoin aujourd'hui? Moi, je trouve que c'est la formation. La formation dans tout genre. Et par exemple, l'utilisation de la nouvelle technologie par le leapfrogging, comme disent les Anglais, est vraiment très ancré dans la société de l'Afrique. Et maintenant, les agriculteurs utilisent leur téléphone mobile pour recevoir des revenus. Et nous voulons avancer davantage à ce genre d'utilisation pour qu'ils puissent être encore plus capables d'utiliser cette technologie de pointe qui leur est nécessaire. Et ceci dit, je crois que le Japon pourrait éventuellement continuer à travailler, à former les gens qui sont beaucoup plus familiers pour les informations digitales ou bien cette artificial intelligence également. Donc c'est dans cet aspect-là que nous comprenons le futur de l'Afrique. La Chine est très présente en Afrique. Comment se différencie l'approche du Japon de celle de la Chine, mais aussi de celle des États-Unis ou de l'Union européenne? Le Japon a toujours fait le focus pour la formation, la personne, l'éducation, santé. C'était toujours l'être humain qui est au centre de notre intérêt. Donc, les choses que nous faisons, c'est quelque chose qui fait développer davantage les jeunes, les plus jeunes, et les gens qui veulent avoir de l'emploi, et les femmes également. Tout ce genre de choses est considéré par le Japon comme étant prioritaire. Et donc, si vous voulez différencier avec toutes les initiatives, faire le focus pour la formation et les gens, et vous savez peut-être la réponse. Le Japon met en avant une coopération sans conditions politiques. Est-ce que cela veut dire que la TICAD évite les questions de gouvernance ou de droits humains? Cela ne veut pas dire que nous ne travaillons pas sur cette affaire. Vous savez, nous avons la paix et la stabilité. La paix et la stabilité est toujours un pilier et que le Japon nécessite. Et sur ceci, nous avons des choses à travailler ensemble et nous avons notre vision sur la gouvernance et le droit. Donc, c'est également quelque chose que nous travaillons ensemble avec les pays africains pour qu'ils puissent guider eux-mêmes dans les bonnes directions et nous sommes là pour les aider. Merci à vous, Norio Maruyama, d'avoir été avec nous sur TV5 Monde.
Merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité. En Tunisie, les îles Kerkena au large de Sfax voient leur littoral reculer chaque année un peu plus sous l'effet du réchauffement climatique, érosion des plages, salinisation des terres agricoles, submersion progressive des vestiges romains. Ce paradis de pêche est aujourd'hui menacé et avec lui, l'avenir de ses habitants. Un récit d'Antoine Delpierre et Florian Gauther. Avant, tout ça était recouvert de sable que la mer a rongé. Regardez ces rochers, cette pierre n'était pas là avant. Elle est apparue parce que la mer a érodé la plage. À chaque début de saison, au moment d'ouvrir son restaurant prisé des touristes, Mohamed se désespère un peu plus. Ce pêcheur des îles Kerkena, au large de Sfax, voit ses activités menacées année après année à cause de l'érosion du littoral provoquée par le réchauffement climatique. C'est mon avenir et celui de mes enfants dont on parle. Et aussi de tous ceux qui viennent habiter sur l'île. Tout le monde ici attend l'été. J'ouvre mon restaurant, les baigneurs viennent, nous organisons des événements et des activités culturelles. Tout le monde s'amuse. Au-delà de l'activité économique, c'est aussi l'esprit, typique de cette île, tournée vers la nature, soucieuse de son histoire, que la mer grignote peu à peu. L'archipel des Kerkena est connu pour perpétuer la tradition de la charfia, une technique de pêche artisanale respectueuse de l'environnement et des ressources marines, inscrite à l'UNESCO, et qui disparaît peu à peu sous les eaux, comme ces ruines datant de l'époque romaine. Devant nous se trouve le rocher d'El Bao. Avant, les vestiges de la cité romaine, datant de l'ère carthaginoise, s'étendaient jusque là-bas. On les voit encore dans la mer. Ils sont aujourd'hui submergés. Cette élévation du niveau des eaux provoque l'érosion des côtes, mais aussi l'infiltration du sel de mer dans les sols, ce qui endommage les écosystèmes et contamine les terres agricoles. À Kerkena, si on regarde les photos aériennes de 1963 à nos jours, le taux d'érosion varie entre 0,5 et 0,8 mètres par an. La salinisation des sols, elle, est beaucoup plus rapide, de l'ordre de 2 hectares par an. En Tunisie, 30% des côtes sont menacées par l'érosion. Une soixantaine d'îles sont exposées au risque de submersion. Et d'après une étude de la Banque mondiale, ces effets du changement climatique coûtent à ce pays, où la plupart des infrastructures de l'industrie et du tourisme sont concentrées sur le littoral, 2,8% de sa richesse nationale. Du sport maintenant avec l'Afrobasket. La phase décisive a débuté ce mercredi à Luanda en Angola avec les quarts de finale. 2 affiches de prestige étaient au programme aujourd'hui. Le Mali s'est imposé contre la Côte d'Ivoire 102-96. Et dans l'autre choc, le Sénégal a battu le Nigeria 91-75. Les vainqueurs ont donc décroché leur billet pour les demi-finales. C'est l'un des rares artistes pop art d'origine africaine connu à l'international. Né en France de parents camerounais, il a grandi entre l'Europe et l'Afrique. Son style mélange des influences de Warhol ou Basquiat, des slogans percutants, des couleurs éclatantes, le tout travaillé à la croisée du numérique et de la peinture. Bonsoir Fred Evami, merci d'être avec nous. Merci. Alors votre style artistique est unique, comment le décririez-vous ? Alors je dirais que c'est une mixture entre le traditionnel et la modernité, simplement. Qu'est-ce qui nourrit votre inspiration ? Tout, le monde, les personnes, les interactions, les ponts, les icônes, les traditions, les histoires inconnues, celles qu'on dépoussière et celles qu'on connaît déjà. J'aime bien croiser tous ces mondes-là, tous ces univers-là et les raconter à ma façon. Votre technique mêle aussi bien du digital, du numérique avec de la gouache, des slogans et des couleurs vives. Pourquoi ce mélange ? Pourquoi avez-vous voulu mélanger la modernité et des gestes qui restent très artisanaux ? Déjà, je suis tombé dans le pop art parce que c'était la période où je grandissais et j'aimais bien tous ces effets de couleurs et d'appel à l'esprit. Et aussi par rapport à une histoire personnelle, l'histoire de ma famille, d'où je viens du Cameroun, et je me disais que j'avais beaucoup d'histoires à raconter, mélangeant ma culture européenne, parce que je suis né en France, et j'ai rencontré justement le pop art, qui m'a donné tous ces outils-là pour pouvoir, je vais dire quelque chose d'assez vulgaire, faire tout ça à ma sauce. Vous avez su très jeune que vous alliez devenir artiste ?
Non, artiste, c'était pas prévu. Je savais que je voulais faire quelque chose avec ce que j'avais entre les mains. Artiste est venu plus tard par mon collectif, on a slamé sur la Lune, et entre autres mon meilleur ami Capitaine Alexandre qui m'a donné un coup de pied au derrière pour que je montre ce que je faisais. Moi, je voulais pas. Pourquoi vous ne vouliez pas? Parce que j'avais peur, j'avais le syndrome de l'imposteur. Et à travers mes voyages, je me suis rendu compte que j'avais peut-être quelque chose à partager, à dire, peut-être inspiré, comme d'autres m'ont inspiré. Et c'est à partir de là que je me suis rendu compte que peut-être j'étais un artiste. Et là, maintenant, vous l'avez encore, ce syndrome de l'imposteur? Non. Là, maintenant, j'ai envie d'impacter, j'ai envie d'inspirer. J'apprends tous les jours, donc j'ai envie de me faire impacter aussi, si je peux dire ça. Voilà un autre slogan que j'invente. J'ai envie de me faire impacter, j'ai envie de montrer aussi c'est surtout la jeune génération qui m'intéresse, montrer à cette jeune génération qu'on peut raconter des histoires, on peut créer, on peut réinventer les mondes avec ce qu'on a sous la main. Pour le coup, j'avais le pop art, j'avais des couleurs et j'avais des icônes et des histoires. Qu'est-ce qui vous impacte? Qu'est-ce qui m'impacte? Superbe question. Puisque vous avez envie d'être impacté, qu'est-ce qui vous impacte le plus en ce moment? J'ai envie de défrayer la chronique, j'ai envie de raconter de l'histoire, j'ai envie d'être dans l'histoire, j'ai envie de réaliser mes rêves, j'ai envie de parler du monde, j'ai envie de découvrir le monde, de redécouvrir le monde. Vous avez aussi exploré le mapping. Alors, c'est une technique qui permet de projeter des images sur des façades ou des objets. Qu'est-ce que ça apporte à votre travail? Alors, le mapping, voilà, on le voit là sur les écrans. Ça, c'est Abaya, c'est mon tout premier mapping. C'était il y a 2 ans. J'ai rencontré une artiste brésilienne qui s'appelle Bianca Turner, qui, elle, faisait déjà dans le mapping. Et on s'est rencontrés sur une résidence qui n'avait rien à voir. On a croisé nos arts et on a décidé de faire une collaboration. Et voilà le résultat. Et du coup, c'est quelque chose qui me faisait peur avant parce que c'était tellement technique. C'est de l'architecture, c'est quelque chose de très péchu pour moi. Ceux qui me connaissent sont en train de rigoler devant leur écran parce que je le dis toujours. Et ça a ouvert une ouverture et un champ des possibles complètement énorme par rapport à ce que je faisais avant. Je faisais des expositions dans des galeries, dans des festivals. Et ça m'a donné l'envie d'aller plus loin et de réaliser un autre de mes rêves, c'est-à-dire de créer des expositions urbaines sur des buildings. L'art, il doit sortir des galeries, selon vous? Il doit être accessible en diffusant vos œuvres aussi bien sur les réseaux sociaux ou en collaborant avec des marques de streetwear? Alors pour moi, si ça reste dans les galeries, c'est pas tout le monde qui peut voir. Et j'ai toujours voulu sortir dans la rue et projeter mes images en plein milieu d'une ville où les gens se diraient « mais c'est quoi ça ?» Et avec le festival de Luz à Sao Paulo, où je vais demain, j'aurai la chance de réaliser ce rêve-là aussi. Vos portraits vont de Nina Simone à Mohamed Ali. Comment vous choisissez les figures que vous célébrez dans vos œuvres d'art? Les messages. Ces personnes portent des messages autant dans leur vie que dans leur visage. Et je peux m'arrêter sur un visage, aller m'instruire sur ce que ces personnages-là ont fait, ont vécu, ont laissé comme empreinte. Et ça m'habite. Et du coup, j'ai une folie furieuse à l'intérieur et une envie... Pour Nina Simone, par exemple, quel est le message que vous avez retenu? La musique, la force, le combat, la résilience, mais aussi cet outil... Et comment vous rassemblez ça dans une œuvre d'art, alors? Alors ça, je ne pourrais pas expliquer, c'est mon cerveau qui fait tout le travail. Mais non, c'est juste l'envie de mélanger tous ces trucs qui se rapportent à ce que peut-être Nina Simone a dit, a fait, ou le commun des mortels aussi. J'aime bien créer ces passerelles entre l'icône que je choisis et le monde de tous les jours. Vous avez exposé à Douala, à Dakar, à Londres, Paris, Marrakech. Quel est le public le plus sensible à vos créations? Ou l'accueil qui vous a le plus surpris, peut-être? Alors, ça va être des enfants de CP. J'ai fait un atelier avec des petits jeunes de 5 à 7 ans et j'avais plus peur qu'eux. Et il y a eu une énergie à un moment donné qu'ils m'ont procuré et j'oublierai jamais ce moment-là. Ça va être cette classe de CP. En fait, vous avez souvent peur au début et après vous êtes super satisfait du résultat dans tout ce que vous entreprenez. Ouais.
Je pense que c'est la meilleure des choses d'avoir peur. Ah oui, pourquoi? Ouais. Parce que ça vous donne une force après qui est incomparable. Ça ne vous bloque pas? Non. Vous gérez bien la peur. Alors, quels sont vos prochains projets artistiques, vos prochains rêves? Prochain rêve, dans quelques semaines, au début septembre, je vais projeter pour la première fois mes visuels en plein milieu de Sao Paulo, sur des buildings. Et ça, c'est un rêve que j'ai depuis longtemps, que je pensais que je ne réaliserais jamais. Et là, au Festival des Luz, je vais pouvoir réaliser ce rêve-là. Eh bien, merci à vous, Fred Ebami, d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invité. Et c'est la fin de ce Journal Afrique. Merci à vous pour votre fidélité et à demain.